Hello tout le monde, aujourd'hui je m'apprête à recevoir le CEO de SharkNinja, l'entreprise derrière toutes les vidéos qu'on a vues sur le Air Fryer, un produit iconique. Quand il est arrivé, la boîte faisait 250 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 5 milliards par an. Ça y est, il arrive. SharkNinja, l'entreprise derrière l'un des produits de cuisine les plus connus au monde, le Air Fryer. Présente dans 35 marchés internationaux avec 37 catégories de produits, SharkNinja a atteint 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. À la tête de ce succès colossal, un homme, Mark Barrocas. Sous sa direction, et depuis 2008, SharkNinja est devenu une véritable référence en matière d'innovation, valorisée à plus de 11 milliards de dollars en 2024. Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec leur CEO pour comprendre son parcours, sa façon de manager, de travailler au quotidien et les échecs qui l'ont mené jusqu'à de telles réussites. C'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant ? Mon rêve était de jouer au baseball pour les Yankees de New York. Ok, d'accord. Je ne peux pas dire que c'était de créer une entreprise d'électroménager. Mais j'ai grandi à New York et j'étais un grand fan de baseball. Et à ce moment-là, vous pensiez déjà à faire du business, à travailler ou pas forcément, juste au sport ? J'ai toujours été passionné par les affaires. Mon père était à son compte. Ok. Mon grand-père était à son compte. D'accord. Il était la première génération de sa famille à aller à l'université pour obtenir un diplôme. Il avait sa propre entreprise. Il m'a toujours inculqué ce désir de travailler pour soi et de se construire. Et c'est quelque chose qui m'a marqué très tôt. Et vous vous souvenez d'un conseil, d'un mot, d'une citation de votre grand-père ou de votre père que vous avez entendu quand vous étiez enfant pour avoir du succès ? Vous savez, pour mon grand-père, c'était vraiment... Vous savez, rien n'est facile dans la vie et il faut travailler dur. Je n'ai donc jamais cru que le succès était une chose qui arrivait du jour au lendemain. Je veux dire qu'au fil des ans, j'ai rencontré des personnes qui ont connu beaucoup de succès en très peu de temps. Mais j'ai toujours pensé que pour lui, le succès était quelque chose qui se gagnait année après année. Et qu'en cumulant cela sur tant d'années, après 20, 30, 40 ans, on aurait quelque chose à montrer. Est-ce que c'est ça, le rêve américain ? Un peu, oui. Ok. Oui. Je veux dire que je n'ai jamais cru à l'enrichissement rapide. Je crois qu'il faut construire quelque chose qui dure dans le temps. Vous avez obtenu votre diplôme de l'Université du Michigan en 1993 et la même année, vous avez créé votre propre entreprise. C'était quoi exactement ? Nous fabriquions des vêtements pour les universités, comme l'Université du Michigan ou d'autres universités de la région. C'était donc une entreprise de vêtements influencée encore une fois par mon grand-père qui travaillait aussi dans ce secteur. Et ça a été un succès ? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai eu plusieurs projets entrepreneuriaux pendant ma vingtaine. Et beaucoup n'ont pas eu le succès que j'aurais souhaité. Et qu'est-ce que représente cette époque pour vous ? Quels sont les souvenirs qui resteront gravés à jamais ? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord l'envie d'essayer quelque chose. La prise de conscience qu'il est très difficile de réussir. Je pense que parfois, surtout de nos jours, on regarde Instagram ou TikTok et on se dit que tout le monde réussit. J'ai une question justement là-dessus. J'ai appris de cette expérience qu'il est extrêmement difficile de réussir. Et ce n'est pas parce qu'on le souhaite qu'il y a forcément un client pour vous. Ça ne veut pas dire que quelqu'un veut acheter nos produits, ni qu'il veut les racheter. Il faut en quelque sorte gagner le client. Une grande partie de ce que j'ai appris à l'époque m'a influencé aujourd'hui et influence ma façon de gérer mon entreprise. C'est ce qu'on apprend le plus en dirigeant notre propre compagnie ? Absolument. Il faut mériter sa place au quotidien.
Et il ne faut jamais tenir cela pour acquis. Je pense que lorsqu'on est à son compte et qu'on a une petite entreprise, on ne pense pas à un plan financier sur 5 ou 10 ans. On se demande comment payer les salaires cette semaine ou la semaine prochaine. Et je pense que lorsque vous évoluez dans cet environnement, vous ne tenez pas pour acquis que l'avenir sera là. Il faut gagner le droit d'être présent dans l'avenir et de rester en activité. Après 6 ans à votre compte, vous avez travaillé dans 3 autres entreprises avant de rejoindre SharkNinja en 2008. Quelle est l'histoire de votre parcours et comment vous avez atterri chez SharkNinja? J'avais 28 ans. Ma femme était enceinte de notre premier enfant. Mon dernier projet n'avait pas réussi. Qu'est-ce que c'était? C'était une usine de vêtements au Mexique. Nous vivions au Mexique. Ok, donc vous avez continué. Nous avons donc continué dans le secteur. J'ai vécu un temps au Honduras, dans ma vingtaine. J'ai vécu au Mexique. Ma femme est tombée enceinte. Nous vivions à Miami. Ma femme m'a dit, « Écoute, je veux te soutenir dans tous tes efforts entrepreneuriaux, mais nous allons avoir un enfant et tu as besoin d'un emploi. » C'était la première fois de ma vie que je rédigeais un CV. C'était la première fois de ma vie que je passais un entretien d'embauche. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui dirigeait une grande entreprise de vêtements à Miami, nommée Parialis International. Et ils m'ont embauché. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais ils ont peut-être décelé en moi le besoin de me lancer dans l'aventure et d'y apporter mes compétences entrepreneuriales. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu beaucoup de succès. Et ces compétences d'entrepreneur que vous avez apprises ont été importantes à chaque fois que vous avez été recruté par la suite? Oui, il était entrepreneur, tout comme son père. Et vous savez, je pense qu'il a vu, vous savez, une jeune personne motivée qui avait, vous savez, persévéré, qui avait du cran. Et il lui a dit, « Hey, venez et essayez quelques initiatives entrepreneuriales au sein de l'entreprise. » C'est ce que nous avons fait. J'ai développé une entreprise formidable pour eux en 18 mois. 18 mois plus tard, un de mes clients de l'époque m'a recruté pour les aider à relancer leur activité. Donc à ce moment-là, ce n'était pas encore SharkNinja. J'ai déménagé à Philadelphie avec ma femme et j'ai commencé à travailler pour une entreprise appartenant à un fonds d'investissement. C'était un distributeur de vêtements. J'ai alors réalisé que j'avais de grandes compétences pour fabriquer moi-même des vêtements. J'ai toujours adoré créer. Je pense que certains aiment investir ou négocier des actions. Ok. J'ai toujours aimé l'idée de créer quelque chose et de voir la réaction des consommateurs. Et s'ils l'apprécient, je suis toujours ravi aujourd'hui quand on lance un nouveau produit et que je lis un avis 5 étoiles. Et à l'inverse, je suis toujours très contrarié d'avoir laissé tomber le consommateur lorsqu'il écrit un avis 1 étoile sur nous. À l'époque, je travaillais pour cette entreprise et je me suis dit, au lieu de distribuer les vêtements des autres, on pourrait fabriquer les nôtres, ce qui augmenterait nos marges et fidéliserait le consommateur. Et ça a été un franc succès. Et ça nous a permis de vendre l'entreprise environ 2 ans et demi plus tard, après mon arrivée. Puis j'ai quitté l'entreprise et j'ai pensé qu'il me fallait une expérience en grande entreprise. J'ai travaillé pour une grande entreprise américaine, dont j'ai dirigé une division. Mon meilleur ami à l'époque était le fondateur d'Europro. D'accord. Europro était le créateur de Shark. Ninja n'existait pas encore à ce moment-là. C'était en 2007. On a commencé à envisager de faire ça ensemble et on a fini par se regrouper en 2008. Et oui, on était encore une petite entreprise avec l'ambition de se développer.
Mais en aucun cas on aspirait à devenir une société cotée à la bourse de New York. C'était fou pour vous, ce moment, ou c'était normal après la deuxième entreprise pour laquelle vous travaillez? Quand vous rejoignez SharkNinja, c'était une entreprise qui traversait une période difficile. Et lui et moi étions en train de réinventer l'entreprise et de repenser ce qu'elle pouvait être. Je trouve ça incroyable de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est votre meilleur ami. On a l'impression que c'est un combat entre vous et lui contre le reste du monde. Et je pense que c'est en grande partie ce qui a fait notre succès de 2008 à 2017. On développait les produits, on allait chez les détaillants et on les vendait. Nous voyagions beaucoup en Chine pour nous approvisionner en produits. Et nous, mais toujours dans l'optique de redéfinir l'entreprise. En 2009, j'ai rédigé une déclaration de mission pour l'entreprise qui avait un impact positif sur la vie quotidienne des gens dans tous les foyers du monde. Je pense que cela nous a vraiment aidé à définir les types de produits que nous allions développer et à qui nous les destinions. Et oui, nous avons commencé à fabriquer des choses que les gens adoraient. Vous avez été le président de SharkNinja pendant 17 ans, et surtout avant de devenir le PDG. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui vraiment de faire preuve d'une telle patience dans notre travail pour réussir? Moi, oui. C'est pas plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années? Oui, je pense que chaque génération voit toujours la génération suivante comme si elle pensait que c'était plus facile. Je suis sûr que mon grand-père m'a regardé et m'a dit « Il pense que ce sera facile ». Mais je pense que le fait d'avoir des grands-parents qui ont grandi pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale et qui ont vécu tant de choses me donne une perspective très intéressante que je ne peux peut-être pas transmettre facilement à mes enfants. Vous avez passé toute votre carrière dans le marketing et la vente. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles plateformes comme TikTok? Écoutez, mon expérience se concentre sur le développement de produits, le marketing et la vente. Et je pense qu'avant tout, il faut avoir un excellent produit. Être un excellent marketeur sans un excellent produit, c'est comme consommer des calories vides. Ok. D'accord? On vend quelque chose, mais on ne construit rien. Je veux dire par là que notre activité porte sur la valeur à vie d'un consommateur. Nous voulons vous vendre des produits année après année. Nous voulons commencer à vous vendre un produit lorsque vous avez 16 ans. Et nous voulons continuer à vous proposer des produits même après 85 ans. Et je pense que la seule façon d'y parvenir est de commencer par des produits exceptionnels. Ils doivent non seulement être performants, mais aussi d'excellente qualité. Ils doivent être fiables et offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. Vous savez, fabriquer des produits inaccessibles au commun des mortels ne m'a jamais enthousiasmé. Okay. Nous fabriquons des produits pour les consommateurs qui font leurs courses chez Walmart, chez Sephora et pour tous ceux qui se trouvent entre les deux. Vous savez, pour moi, il n'est pas très excitant de fabriquer des produits qui ne sont pas accessibles aux consommateurs moyens. Nous ne prétendons pas avoir un impact positif uniquement sur la vie des personnes fortunées. Nous voulons avoir un impact positif sur la vie de tous. Et nous le pensons. Le point de départ est le suivant. Il faut un excellent produit de grande qualité et abordable. C'est un excellent rapport qualité-prix pour le consommateur. C'est en quelque sorte le point numéro 1. Le point numéro 2, comment susciter l'enthousiasme du consommateur, car dans le monde actuel, il y a tellement de produits. Comment se démarquer et faire connaître son produit? Tous les 6 mois, on a des nouveaux produits, des nouveautés, des lancements. Constamment. Pour nous, il s'agit de comprendre où le consommateur va trouver ces informations. Il y a 15 ans, aux États-Unis, il consultait les 3 principales chaînes de télévision. Je suis sûr qu'ici, en France, c'était pareil. Aujourd'hui, si vous avez moins de 30 ans, vous accédez à tout votre contenu sur votre téléphone. Vous ne serez pas prêt à écouter pendant 30 minutes. Salut YouTube. Oui, vous voulez savoir en 15 secondes pourquoi ce produit va vous enthousiasmer.
TikTok ou Instagram ont l'avantage d'accrocher. Et si vous n'arrivez pas à captiver le consommateur dans les 3 ou 4 premières secondes, il va simplement scroller et aller ailleurs. Ouais, aujourd'hui, l'utilisateur a même la possibilité de parler de votre produit sur les plateformes. Il y a 20 ans, une simple publicité à la télé pouvait suffire, mais aujourd'hui, c'est quand même complètement différent. Chaque utilisateur peut partager son expérience produit sur toutes les plateformes. L'un des éléments qui, selon moi, a véritablement propulsé SharkNinja, c'est que nous avons commencé à constater, en 2008-2009, que ce n'était plus seulement la marque qui s'adressait au consommateur, mais le consommateur qui répondait à la marque. Avant cela, aux États-Unis par exemple, on trouvait un magazine appelé Consumer Reports. Ce magazine indiquait quel aspirateur ou quel blender s'acheter. Et on ne trouvait que la liste des 6 ou 7 produits qu'il proposait. Ce qui a commencé à se produire en 2008-2009, c'est que les consommateurs ont commencé à publier des avis en ligne. Je me souviens d'avoir rencontré un acheteur chez un grand distributeur américain et de lui avoir dit « Nous allons développer notre activité un avis 5 étoiles à la fois ». Il m'a regardé comme si j'étais l'une des personnes les plus stupides du monde. Il a répondu « C'est une idée stupide. Qui va écrire un avis sur vos produits ? Vous êtes dans une catégorie à faible engagement. » Prenons l'exemple de SharkNinja. Nous avons développé notre activité grâce aux avis de consommateurs qui disaient à d'autres consommateurs qu'il existait peut-être des produits plus ou moins chers sur le marché. Mais j'ai acheté ce produit SharkNinja et c'était le bon produit pour moi. C'était un excellent produit. On a donc ce même phénomène. Aujourd'hui, on retrouve le même phénomène sur TikTok, Instagram ou YouTube. Le consommateur achète un produit, puis il le partage sur YouTube ou TikTok avec 10 millions de ses amis proches. Voici les recettes que j'ai réalisées avec ce produit, voici comment je l'utilise chez moi. C'est un échange vraiment incroyable entre la marque et le consommateur. Sous votre direction, SharkNinja a eu une croissance incroyable, passant de 215 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2008, la date de votre arrivée chez SharkNinja, à plus de 5,53 milliards de dollars en 2024. Donc, je pense que vous êtes la bonne personne, la mieux placée en tout cas pour répondre à cette question. Comment on transforme une idée en projet ? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord se lancer. Dans de nombreuses entreprises, on planifie. Et une fois qu'on a tout planifié, on se dit, allons-y. On a une hypothèse de ce que ça pourrait donner. Réalisons un prototype. Faisons une démonstration de faisabilité. Ensuite, itérons, changeons encore. Entre le lancement d'un produit et sa commercialisation, nous pouvons le modifier 30 fois. Si vous êtes une entreprise qui a l'impression que lorsque vous démarrez un projet, vous devez savoir exactement où vous allez commencer et où vous allez finir, c'est très très difficile. Dans notre métier, on part d'une idée, puis on suit son cours. Cela pourrait nous amener à dire, 3 mois après le début du projet, que ce que vous faites est en fait stupide. Mais il y a une autre direction à prendre qui est meilleure. Je pense que parfois, dans les entreprises et parfois chez les dirigeants, on a une vision étroite. Et on se dit qu'on a dit à l'organisation qu'on allait y aller. Et que c'est donc là qu'on va aller. Même si cela implique de mener l'entreprise au bord du gouffre. Chez SharkNinja, on dit, il faut se lancer, itérer encore. Et à mesure que vous obtenez plus d'informations, que vous changez de direction et de cap, nous utilisons le terme progrès plutôt que perfection. On fait à peu près 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires sur nos réseaux sociaux. Je suis curieux, qu'est-ce qui change dans la façon de diriger une entreprise quand on passe de 250 millions de dollars à 5,53 milliards de dollars? Votre journée est différente? Tout d'abord, je dirais qu'à un moment donné, votre expertise s'épuise. D'accord, et vous êtes juste dans ce que nous appelons une chambre noire. D'accord? Ainsi, lorsque nous avons atteint 400 millions de dollars, je n'avais jamais dirigé une entreprise qui avait dépassé 400 millions de dollars. Je n'avais jamais dirigé une entreprise qui avait atteint 1 milliard de dollars. Je ne peux donc pas me fier à mon expérience passée.
Je me trouve donc sur un nouveau terrain, celui de la gestion d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Comment gérer une entreprise de 2 milliards de dollars? Dans cette situation, où l'expertise est désormais épuisée, mon expertise a disparu il y a 10 ans. D'accord? Je travaille en fonction de mon état d'esprit et de ma capacité à comprendre ce qui nous arrive et à prendre des décisions. Nous utilisons un terme au sein de l'entreprise, un véritable emblème de l'état d'esprit. L'un de ces termes est une véritable croyance en l'engagement. Tout ce que l'on rencontre en affaires, tout ce que l'on rencontre dans la vie, ce sont des obstacles. Il n'y a pas de barrière. Il y a juste des obstacles. Certains y parviennent, d'autres y sont bloqués. Je pense que le point fort de Shark Ninja, c'est que chaque fois que nous sommes dans l'ombre et que nous ne savons pas quoi faire, nous commençons par admettre notre incapacité. Ce qui est difficile pour beaucoup de dirigeants, je pense. Nous nous disons « je ne sais pas ». Nous allons chercher les personnes les plus talentueuses pour nous aider à résoudre certains de ces problèmes. Par exemple, nous pouvons avoir un problème d'ingénierie et nous pouvons regarder autour de nous et nous dire « personne n'a l'expertise pour le résoudre ». Mais il existe des personnes dans le monde qui peuvent nous aider. Allons les trouver. Je pense que nous avons fait un excellent travail en construisant un réseau de conseillers et d'experts. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous ne savons pas quoi faire, nous faisons appel à d'autres personnes pour nous aider à trouver la solution. Les personnes sont les clés. Les personnes sont la clé. Pour atteindre ces objectifs, vous avez mis en place un cycle d'innovation continue, lançant plus de 25 nouveaux produits chaque année, dont le Ninja Creamy ou le Slushy. Pensez-vous qu'il aurait été possible d'atteindre ce niveau de production si tous vos produits avaient été fabriqués aux États-Unis? Écoutez, je pense qu'une grande partie de notre industrie a quitté les États-Unis il y a de nombreuses années. Elle a quitté les États-Unis au milieu des années 90 pour s'implanter dans d'autres pays. D'abord en Amérique centrale, puis en Chine. Malheureusement, ces usines américaines ont fermé il y a plus de 25 ans. Je pense donc que cela aurait été un défi. Le monde évolue constamment et nous devons revoir certaines décisions prises il y a 10 ans, peut-être parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les opportunités de production aux États-Unis. Dans certains cas, il peut y en avoir. Dans d'autres, je peux vous dire qu'il y a certains produits que nous vendons et pour lesquels il n'y a pas d'opportunité de le faire. Mais je pense que pour nous, l'une des choses que nous disons, c'est de ne jamais dire jamais, d'accord? Que vous prenez une décision, vous savez. Nous ne guérissons pas le cancer avec ce que nous faisons. Prenez une décision et nous réservons le droit d'être plus intelligents. Et lorsque de nouvelles informations nous indiqueront qu'il existe une meilleure façon de procéder, nous explorerons une meilleure solution. J'ai justement lu qu'un iPhone pourrait coûter 30 000 $ s'il était fabriqué à 100% aux États-Unis. Combien coûterait le air fryer que vous produisez? Probablement 5 fois plus cher qu'aujourd'hui. Ok. Récemment, le PDG de Shopify a déclaré à ses équipes qu'aucune nouvelle personne ne sera embauchée, sauf si on arrive à prouver que l'IA ne peut pas faire son travail. C'est quoi l'impact de l'IA dans votre entreprise? Oui. Il ne fait aucun doute qu'au cours des 10 prochaines années, l'IA va révolutionner les pratiques commerciales. La question est de savoir comment. Et je ne pense pas que la réponse soit encore totalement claire. Dans certains domaines, comme le service client par exemple, il est évident que le consommateur pourra obtenir une réponse plus rapide et peut-être de meilleures informations grâce aux outils d'IA qu'en s'adressant directement à une personne. D'autres aspects de l'IA prendront du temps à mûrir et à se développer. Nous avons notamment lancé un programme pilote où nous avons proposé aux startups de nous utiliser comme base pour tester leur technologie.
À ce jour, environ 80 entreprises nous ont contactés pour tester leur technologie au sein de nos activités. D'accord. Je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, nous avions avancé avec environ 6 d'entre elles. Pour beaucoup d'entre elles, la technologie doit encore être améliorée. Pour beaucoup d'entre elles, cela n'a pas apporté de bénéfices significatifs, mais nous avons décidé d'aller de l'avant avec environ 6 entreprises et de les intégrer à l'activité. Je pense que dans les domaines comme le service client et la connaissance client, certains aspects du marketing sont coûteux. Je pense donc que la technologie est à un niveau où elle peut réellement bénéficier et avoir un impact. Mais je pense que ce qui sera vraiment passionnant dans les 5 ou 10 prochaines années, ce sera de voir comment cela changera notre façon de faire des affaires. Votre carrière est une véritable source d'inspiration pour beaucoup de mes abonnés, j'en suis sûr. J'aimerais vous laisser 30 secondes. Si vous pouviez regarder cette caméra, celle-ci, et partager 3 conseils pour réussir dans notre carrière, comme vous l'avez fait. Premier conseil, ayez le désir d'être le meilleur dans votre domaine. Que vous travaillez pour une association, une entreprise ou que vous soyez indépendant, ayez le désir d'être le meilleur dans votre domaine. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, n'ayez pas peur de l'échec. Ok, l'échec fait partie du chemin vers la réussite. Tout le monde échoue. Certains échouent plus que d'autres. Certains échouent plus que d'autres et finissent par connaître de plus grands succès après un échec. Mais acceptez l'échec et ne le considérez pas comme permanent. Il est temporaire. Et les leçons que vous en tirez sont inestimables. J'ai échoué plus souvent que réussi dans ma carrière. Mais je ne réussirais pas si je n'échouais pas. Troisièmement, je ne crois pas à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je pense qu'on peut tout avoir. Je pense qu'on peut avoir une belle carrière. Je pense qu'on peut fonder une famille formidable. Je pense qu'on peut s'intéresser à d'autres choses. Je pense que cela demande de la planification et de la discipline. Mais je ne pense pas que l'un sans l'autre soit une vie satisfaisante et épanouissante. Alors, croyez en la possibilité de tout avoir. Merci beaucoup. Vous devriez ouvrir votre propre chaîne YouTube, c'est sûr. Merci Marc. Merci beaucoup pour votre temps. I don't really want it that bad.